Alors on aborde maintenant le fonctionnement des cercles officiels, à différencier des cercles du coup inofficiels, ceux qu'on a par exemple dans le voisinage, entre amis, et cetera. Comment prendre des décisions? Alors à l'image de la sociocratie, pour prendre des décisions mineures, celles du quotidien, ça va être le chef, du cercle qui décide. Alors que pour des décisions majeures, c'est le cercle qui décide. On prend des décisions en communauté, on va dire. On suit le principe du vote par consentement, toute objection est entendue et on essaie d'y trouver une solution. Si on n'arrive pas à trouver une solution prenant en compte toutes les objections, alors on vote. Alors si tout le monde a les mêmes valeurs et une bonne logique, on devrait normalement tous prendre plus ou moins la même décision. On devrait avoir au moins 80-90% des gens qui votent pour la même chose. À part en cas de dilemme vraiment très profond, quoi. En cas d'égalité, au cours du vote, ça va être le chef qui décide. On peut aussi revoter plus tard et refaire une réunion autour de cette décision pour voir si une solution nouvelle peut apparaître. On peut aussi décider de faire voter tous les membres des cercles inférieurs ou juste certains niveaux de cercle inférieurs. Par exemple, si tu es au niveau 3, tu peux faire voter tous les gens de cercle de niveau 2 pour entendre la parole. Au lieu de seulement faire voter en fait les porte-paroles d'un cercle. On va faire voter les gens qui sont en dessous. Une commune peut... Par exemple, là c'est un exemple. Une commune veut monter une école alternative à l'éducation nationale. Alors elle se pose la question de qui est-ce qui enseignera. On a par exemple deux options. D'abord, les parents vont enseigner, et ils tournent ensemble pour enseigner à des jours différents. Les parents après choisissent des matières selon leurs affinités. Alors soit on a cette option, soit on a celle d'embaucher un enseignant à temps plein. Certains objectent à la première option qu'ils sont peu disponibles et peu à l'aise avec les enfants, alors que certains objectent à la seconde option que c'est coûteux, et donc qu'ils préfèrent la première option qui consiste à ce que les parents enseignent tour à tour. Alors on propose que seuls certains parents enseignent, mais la proposition n'est pas suffisante pour mettre tout le monde d'accord. Au final, on a 10 parents pour chaque option à l'issue d'un vote, donc il y avait 20 votants, et le chef statue en faveur de l'option numéro 1, qui sera adaptée. On a pris en compte une proposition, la proposition qui consiste à ce que des parents travaillent plus que d'autres, fassent plus d'heures, notamment en fonction de leur disponibilité ou en fonction de leur affinité avec les enfants et le monde de l'enseignement. Alors, là on aborde le pouvoir des cercles officiels. Dans les zones géographiques où les gens adhérents au cercle officiel sont nombreux, on peut élire des représentants qui s'inscriront aux élections organisées par l'État. Par exemple, tu peux élire un représentant pour une mairie, et donc on pourra faire intégrer au système étatique les gens que l'on veut. Cela est valable, bien sûr, tant que le système étatique est encore en vie, et à mon avis, c'est à la fois mal parti et à la fois bien parti. C'est très difficile de se positionner en ce moment sur comment va évoluer notre système. Si une situation fait que l'État ne prévaut plus, c'est-à-dire qu'il est plus en position de domination, notamment en cas de crise, par exemple, en cas de crise très très sévère, hein, on parle de trucs, d'une crise où il y aurait euh, plus de pouvoir de l'État, donc ça veut dire quand même qu'il n'y a plus de moyens de communication, la rue est à feu et à sang, quoi. Bon, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Et du coup, dans ces genres de situations, les cercles officiels, bah forcément, on s'organise entre nous à l'échelle locale et c'est eux qui prennent des décisions. Je veux dire, c'est plus ton maire qui va prendre les décisions. Par exemple, on pourrait aussi imaginer que dans des régions du coup où c'est les cercles officiels qui dominent, parce qu'ils ont mis en place des représentants à la mairie et aux conseils départementaux, eh bien, c'est nous qui gérons nous-mêmes nos projets agricoles, industriels, éducatifs, les constructions, les projets de fête, etc. C'est au sein des cercles officiels qu'on va prendre des décisions qui seront ensuite transmises au pouvoir étatique, qui n'aura pas trop le choix de l'appliquer, même si bon, on sait qu'ils veulent maintenir le pouvoir en place, donc ils vont sûrement causer des bâtons dans les roues à toute personne qui tente de s'opposer à leur pouvoir. Quoi qu'il en est, on fera ça. Et les porte-paroles d'un cercle sont comme les chefs du territoire concerné par le cercle. Imagine, tu as un porte-parole de cercle de niveau 4, donc qui comprend environ 10 000 habitants, et ben il va gérer, il va avoir le pouvoir sur une ville entière, une ville de 10 000 habitants environ. Ou juste un quartier d'une grande ville, tu vois, un truc comme ça. Ou alors carrément plusieurs petites villes si on est en campagne, etc. Et donc c'est au sein des cercles que se prendront les décisions. Qu'en est-il du financement de ces cercles officiels? Alors si on se place dans un système monétaire, parce que pour l'instant je suis encore dans cette perspective, mais je creuse quand même l'idée d'un système non monétaire ou alternatif en tout cas. Alors dans un système monétaire, les cercles disposent de moyens financiers, ce qui leur permet de monter des projets. Le moyen de financement est encore un peu inconnu, hein, mais on peut imaginer par exemple des dons,
une taxe, des frais d'inscription, ou alors des frais de participation annuels quand tu es adhérent au cercle, ou encore d'autres choses comme le financement grâce aux projets qui ont été menés par les cercles. Si un cercle a financé une boulangerie, alors il en retirera un bénéfice. Bon, bien sûr, ça doit rester raisonnable. On n'est pas dans une logique de rente ou d'actionnaire. On est vraiment dans une logique de recréer des emplois au niveau local et d'ensuite reprendre de l'argent quand même parce qu'on a investi pour pouvoir investir à nouveau dans des bons projets. Ça sera fait en toute transparence, les chiffres, les recettes et dépenses seront affichés à la vue de tous pour qu'il n'y ait pas de doute. Et bien sûr, on ne prélève l'argent d'une entreprise seulement seulement si elle fait des bénéfices. Durant les premières années, une entreprise peut être non rentable et dans ce cas-là, on la finance nous-mêmes. Si, on verra ça plus tard, mais si elle n'est pas rentable au long cours, on ferme l'entreprise parce qu'on peut pas se permettre forcément de prendre dans les caisses du cercle officiel qui est concerné par l'entreprise. Alors par exemple, une autre idée, le cercle finance entièrement des entreprises qui ensuite s'engagent à reverser l'ensemble des bénéfices, ce qui reste après les charges. Les membres vont prioritairement dans ces entreprises, les salariés peuvent être virés après décision du cercle s'ils commettent des fautes. Donc ce sont vraiment des salariés. En fait, c'est comme si les gens du cercle étaient les actionnaires, ou en tout cas les gérants. On prend les décisions en cercle pour savoir qu'est-ce qu'on fait de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on change notre politique de l'entreprise? Qui seront les salariés? Est-ce qu'on embauche de nouvelles personnes? Etc. De même, l'entreprise peut être fermée après décision du cercle, par exemple si elle fonctionne à perte. Ce système pourrait être facilement adopté dans un monde actuel pour se propager doucement. Parce que le but d'un système, c'est qu'il se propage, c'est qu'il soit compétitif par rapport au système, du coup, le système moderne, quoi. Et du coup, on peut vraiment imaginer un système qui se propage comme ça. C'est-à-dire que si tu as des gens qui sont vraiment adhérents à un certain idéal de vie, et du coup, ils vont être dans les entreprises qui sont en accord avec cet idéal de vie, un peu à l'image des bobos qui iront que dans des biocops, tu vois. Et ben en fait, c'est ainsi qu'on peut financer des entreprises qu'on veut voir émerger. Et c'est comme ça que du coup, tu peux aussi donner plus de pouvoir au cercle, parce qu'en fait, l'argent que tu donnes au cercle, à travers le fait de payer l'entreprise, l'argent revient du coup au cercle et il peut la réinvestir aussi pour toi en fait. C'est bénéfique. Après, dans ça, du coup, on supprime un peu la notion d'entrepreneuriat, on va dire, spontané, genre quelqu'un qui prend des risques lui-même pour créer des entreprises. On peut aussi imaginer tout simplement que on valide certains entrepreneurs qui, pour nous, sont en accord avec nos valeurs. Et donc, on conseille aux gens du coin d'aller chez ces entrepreneurs parce qu'ils sont effectivement des gens avec des belles valeurs, quoi. Si à un moment, par exemple, il y a une magouille qui permet à un chef d'entreprise de prendre possession de celle-ci, de rapatrier des fonds, de la vendre, etc., alors que c'est au cercle qu'elle appartenait à l'origine, eh bien, on peut imaginer que le mec, il est complètement dans la merde, parce qu'en fait, vu que sa clientèle dépend de sa réputation, si les gens apprennent qu'il a arnaqué le cercle, les gens n'iront tout simplement plus chez lui, en fait. À titre d'exemple, par exemple, chaque année, on peut donner 100 € au cercle de sa commune, ce serait comme une forme d'impôt. Ou alors, par exemple, une ferme qui a été financée par le cercle à 100%, et ben, reverse 100% de ses bénéfices les premières années, donc ce qui reste après les charges. Le gérant est alors un salarié mis en place par le cercle, et les bénéfices permettront de financer prochainement la création d'une maison, par exemple, d'accueil médicalisée pour personnes âgées dépendantes. Et une fois qu'on aura créé cette maison d'accueil spécialisée, et ben, les bénéfices qu'elle fera iront encore une fois au cercle. Il n'y a aucune pression à faire des bénéfices, mais on ne peut maintenir une maison d'accueil ou la ferme si au bout de quelques années, bien sûr, elle n'est pas rentable. Donc voilà pour l'idée. Après, on peut imaginer qu'au bout de quelques années, l'entreprise appartient totalement au mec, et donc il fait ce qu'il veut avec, il peut se faire plus de bénéfices, il peut investir les bénéfices à son compte. Mais le truc, c'est qu'il faut au moins qu'il ait remboursé la somme qu'on lui a donnée pour s'installer à la base. C'est juste du bon sens, quoi. C'est comme une dette. Mais une dette sans pression aussi forte que celle des dettes mises en place par les banques. C'est-à-dire que si le mec ne fait pas de bénéfices pendant quelques années, hop, on peut attendre. Après, si on attend trop longtemps, alors on saisit l'entreprise et elle revient au cercle, on revend tout ce qu'on peut, quoi, pour éviter d'avoir trop de grosses pertes. Voilà pour aujourd'hui. On verra l'accueil des enfants dans les cercles prochainement et comment éviter la corruption.